Pour commencer, EDG, on avait déjà levé le lièvre sur cette situation. Finalement, la justice a fini par se réveiller. Des cadres de la direction sont convoqués. Ils ont été entendus à la DPJ. Oui, parce que il y a une situation qui se présentait. Dans un premier temps, on a cru que à l'interne, il y avait des personnes qui avaient participé à des manœuvres qui étaient de nature à voler de l'argent, à détourner. Je crois le dossier a été brillamment présenté ici par Daouda Mohamed Kamara. Et les soupçons pesaient sur la responsable du personnel et d'autres cadres. Le directeur de Bangali Mati aurait donc mis en place une mission d'audit interne qui est donc dirigée par le responsable des audits même DDG, qui va donc faire un travail et qui va aboutir à la mise à l'arrestation de ces trois personnes qui vont être coffrées. Quelques jours après, Madame Bintou Keïta, qui est donc ancienne responsable du personnel, va finalement prendre la parole. Et quand elle prend la parole, elle essaye de citer quelques personnes, dont le directeur général lui-même, Bangali Mati, mais également les principaux responsables DDG qui s'occupent des questions des finances, des ressources humaines et qui sont dans la machine de gestion. Déjà, il y a la question de salaire qui avait été abordée ici. Bangali Mati, qui avait un salaire qui tournait autour de 31 millions de francs guinéens, qui va le tripler, et il se retrouve avec un salaire qui avoisinerait les 90 millions pratiquement de francs guinéens. Les gens n'ont pas compris comment on en est arrivé là, au moment où on se pose énormément de questions sur la gestion même aujourd'hui au niveau de la Guinéenne d'électricité, la fourniture d'électricité, comment on appelle ça, la question des recettes qui n'est pas encore très bien maîtrisée depuis qu'on est sorti comment on appelle, du contrat avec Veolia, qui devrait nous permettre d'accroître ces recettes. Tout le monde a dit que ça ne nous a pas permis d'atteindre nos objectifs. Le président Alpha Condé en premier, ensuite son ministre de l'énergie Cheikh Talibi Silla, et on a dit qu'on remettait, n'est-ce pas, la gestion dans les mains des Guinéens pour voir comment, avec beaucoup plus de responsabilité, avec beaucoup plus de tact, ça pouvait être amélioré. Les inquiétudes des Guinéens étaient visibles et étaient légitimes, j'allais dire, parce que le transfert de compétences qui figurait parmi les missions assignées à Veolia n'avait pas été fait, n'avait pas été respecté. Ce qui veut dire qu'on n'était pas sûr qu'avec l'équipe qui restait à EDG, on allait pouvoir obtenir une gestion beaucoup plus qualifiée. Je ne sais pas ce qui s'est passé par la suite, mais déjà, puisque les revendications sont venues de l'intérieur même de l'entreprise, et aux dernières nouvelles, la DPJ s'est donc saisie du dossier, et dans la journée d'hier, tous ces responsables ont défilé à la DPJ et ils ont été entendus. On attend pour l'instant la suite des événements. Décidément, rien ne va rester strictement au niveau de ces personnes incriminées par la direction générale. Et effectivement, Jacques, pour revenir à cette histoire, à l'histoire de... En fait, il y a beaucoup de compartiments à l'intérieur de cette histoire. C'est d'abord cette histoire de hausse de salaire. C'est ensuite la question des salaires qui sont envoyés aux employés. Le mécanisme qui a été mis en place justement pour détourner de l'argent à partir du service pays. On se rappelle de ce travail qu'a effectué Daouda Mohamed. C'était même dans ce studio. Il nous a donné des exemples assez précis. En fait, qu'est-ce qui se passe lorsqu'il est l'heure, lorsque c'est le moment de procéder à la paie, il y a ce mécanisme qui veut que on envoie plus de montants que prévu sur le compte d'un salarié. Après, c'est pour dire que c'est une erreur. Mais en fait, ce n'est pas
une erreur. Pour précision, moi j'ai rencontré quelqu'un de ces travailleurs de EDG qui est passé me voir. Il a un salaire de 5 millions, mais sur plusieurs mois, il a reçu 20 millions. Exactement, c'est cela. Sur plusieurs mois, et ensuite on lui demande de retourner sur un compte qui n'est pas celui de l'entreprise, un compte plutôt personnel, avec un emprécis. On lui demande de retourner la différence en lui demandant, bon, tu prendras 2 millions en plus de tes 5, et puis tu nous rendras concrètement 13 millions. C'est exactement cela. Pour le travailleur qui ne sait pas grand-chose, mais après, c'est vrai qu'il y a bémol lorsque tous les mois, c'est la même chose. Mais pour ceux qui ne savent pas, on dit non, c'est une erreur. C'est un lot bâtard. Pas forcément. C'est ce qu'on dit, c'est un lot bâtard. Pas forcément, parce que ça devrait interpeller. Justement, pour venir à ce mécanisme, c'est ce qu'on fait. On envoie plus de montants que prévu. Après, c'est pour vous dire que non, c'est une erreur. Il va falloir retourner ce qui ne vous revient pas, quitte à vous donner un peu d'argent, une manière de calmer le jeu, et on donne un numéro de compte sur lequel on envoie le reste de l'argent. En fait, c'est des millions de francs guinéens que ceci se partage. Et justement, quand on parle de ces dossiers globalement, imaginez, il n'y a pas qu'une seule personne. C'est vrai qu'on parle du DG, mais au-delà, il y a par exemple le directeur des audits, il y a le directeur des études techniques, il y a le directeur des achats, approvisionnement et logistique, il y a le directeur commercial, il y a le directeur des ressources humaines. Et ça, c'est sans compter quelques chefs de département, quelques chefs de centre et même quelques travailleurs. MAF, les responsables de la comptabilité, de la paie, tout cela sont là-dessus. Mais ce qui est énervant, c'est que au premier rendu de ce travail d'audit, vous savez qui a payé? Les travailleurs qui ont reçu l'argent. C'est eux qui ont été licenciés. C'est pour vous dire qu'il y a quand même... C'est pour vous dire qu'il y a... quelque chose là qui existe, qui perdure, qui a eu le temps de s'implanter et de bien fonctionner. Parce que l'autre chose aussi que je veux rajouter, au-delà du service paye, il y a aussi l'argent, par exemple, des retraités. Par exemple, lorsque vous avez droit à 200 millions de francs guinéens comme prime pour partir à la retraite, on vous prend 100 millions. Non, quand vous avez par exemple 200 millions, c'est un exemple, je donne, forfaitaire comme ça. 200 millions, on vous prend 100 millions, ou même on vous prend 150 millions, vous partez avec 50 millions. Tout ceci est bien orchestré. Mais ce qui m'intrigue un peu dans la présentation que Jacques a eu à faire, c'est par exemple lorsque le directeur en personne met en place un comité d'audit. Et qu'on saisisse une personne, qu'on interpelle une personne pour lui poser des questions sur des présumés détournements. Et puis c'est la personne qui accuse la personne qui a mis en place le comité d'audit. Je ne veux dédouaner personne, mais encore une fois, voici là où on a besoin d'un véritable travail de la justice. Parce que dans ce pays, on est habitué à des doutes. Il y a des gens sur qui pèsent des doutes de détournement. Mais pour des années durant, on ne sait jamais si cette personne est réellement coupable de ces détournements. Et voyez l'impact sur la vie de ces personnes, sur leur carrière et même sur la population. Je pense qu'il va falloir faire un gros travail de ce côté. Il faudrait que la justice soit prompte, justement, lorsqu'il y a des accusations comme ça, à dire le droit pour qu'on sache qui est coupable de quoi. Parce que tant qu'on ne le fait pas, c'est comme un grand fossé qu'on ouvre où tout le monde peut s'engouffrer. Finalement, ceux qui ont l'habitude de voler, ils s'y plairont parce qu'on ne dira jamais la vérité. Et ceux qui n'ont pas l'habitude, ceux qui à un moment donné ont voulu faire un travail honnête pour pouvoir apporter un changement, se verront démoralisés, se verront abattus et ça ne continuera pas. Justement, ça crée un cadre propice au détournement. Et ce que vous dites, Maf, est si pertinent que moi, ça m'inspire une idée. Ce serait pas mal dans la perspective de la mise en œuvre de la politique, même des axes prioritaires définis dans la lettre de mission du Premier ministre, c'est-à-dire cette question de transparence, lutte contre la corruption, que l'on revienne sur les vieux dossiers pour questionner ce qu'ils sont devenus avec le temps. Je pense là à l'OGP, je pense au Conseil guinéen des chargeurs et je pense à toutes ces entités sur lesquelles on est venu à un certain moment. Parce que comme on dirait Tamba, il faudrait seulement ne pas être guinéen pour douter. Dans tel mécanisme, à tous les niveaux, ça se passe. Parce que vous ne pouvez pas comprendre aujourd'hui, c'est vrai qu'on reproche souvent aux Guinéens de ne pas payer l'électricité, mais l'argent qui est payé, et puis les subventions, l'aide qu'il peut y avoir de l'État, on se demande qu'est-ce qui en est fait. En fait, il y a quelque chose qui ne marche pas. C'est l'administration même. À un moment donné, certains se réjouissaient de l'arrivée de Veolia, par exemple. Comment comprendre qu'à date, que Veolia n'ait rien pu faire en Guinée, lorsque Veolia a pu faire quelque chose ailleurs? C'est pour vous dire que le problème, c'est nous-mêmes. Est-ce que nous sommes prêts à travailler? Vous avez
avez des chefs de département aujourd'hui qui ne manquent de rien. On se pose des questions. Jacques revenait tout le temps là-dessus par rapport, par exemple, à la déclaration des biens. On a des chefs qui sont nommés à des postes. On ne sait pas avec quel manne financière ils viennent au pouvoir. Au bout d'un temps, on les retrouve avec un niveau de vie mais extraordinaire. On se pose des questions, on vous dit non, il est venu, il avait ceci avant. C'est vrai, il avait ceci avant, mais qu'est-ce qu'il gagnait? Combien il gagnait? Est-ce que l'État même a mis un mécanisme en place pour savoir que ceux qui viennent là, ils ne touchent pas l'argent du contribuable? Il y a un laisser-aller total qui fait qu'aujourd'hui, on est tout le temps en train de tendre la main parce qu'on n'est pas en mesure de mobiliser des ressources à l'intérieur du pays. Et ça, tant qu'on n'y arrivera pas, on est voué à l'échec. Parce que ce ne sont pas les autres qui viendront faire ce travail à notre place. On a les régies, au-delà même, parce qu'on parle des richesses du sol et du sous-sol, ça c'est autre chose. Mais on a les régies financières, il y a les rentrées d'argent, il y a des Guinéens qui payent les taxes. Qu'est-ce qu'on fait de ces taxes aujourd'hui pour pouvoir améliorer les conditions de vie? Ça ne va pas et la faute nous revient. Parce que regardez par exemple ce mécanisme, les noms sont en train de sortir. C'est vrai qu'il faut déjà savoir qui a fait quoi, mais c'est pour vous dire qu'effectivement, au niveau des administrations, au niveau de EDG, il y a un mécanisme qui est mis en place pour que des chefs, les responsables prennent de l'argent sur le dos des Guinéens après qu'on se retrouve dans une telle situation. Il faut que la justice fasse son travail. Il faut que la justice fasse son travail, mon cher Ahmed. C'est quand même très ingénieux. La démarche, c'est même une innovation dans le vol au sein de l'administration publique. Il faut donner plus de salaire, ensuite exiger que l'argent vous soit retourné, moyennant bien sûr quelques bonnes largesses. Franchement, c'est même pas ingénieux. Parce que mettre de l'argent sur le compte de quelqu'un et après dire ben non, il faut virer sur un autre compte qui appartient à un particulier qui n'est pas le compte de l'entreprise alors que c'est l'entreprise qui vous a versé de l'argent, ben soyez-en sûr que lui il va en parler à une personne. Au fur et à mesure, tout le monde va entendre. Donc il n'y a même pas de protection. En fait, il croyait que les choses ne changeraient pas. Voilà, et donc c'est pour vous dire que sûrement ils sont tellement habitués à ce jeu qu'ils n'ont même pas envie de se cacher. Ça se fait à ciel ouvert. Alors moi je dis que c'est même pas, c'est vraiment pas ingénieux, et je dis que c'était de la responsabilité du directeur général qui est venu pour reformer ce secteur, il faut le dire, ce département à son arrivée. Il aurait donc déjà, à mon avis, peut-être qu'il le savait, il aurait dû chercher à bloquer cela. Comment? Parce que je ne sais pas si c'est sur le compte de plusieurs personnes qu'on le faisait chaque mois, mais comment l'état de salaire qui est connu, on peut mettre des surplus, parce que quand quelqu'un qui a 5 millions, on lui verse 20 millions, ça veut dire qu'il y a 15 millions de plus. Même s'il y a un écart de 10 millions ou de 5 millions, l'administration est capable de savoir pour dire non, mais l'état de salaire des travailleurs, c'est cela. S'il y a un surplus, d'où ça vient? Justement. C'est aussi simple que ça. Ça sort quand même des grandes gueules. Des comptes de l'EDG. Voilà ça. Comment on peut pas s'en rendre compte? Mais lorsqu'on cite des coupables comme le comptable, le directeur des ressources humaines, c'est pour vous dire que c'est la chaîne, c'est le schéma par lequel ça passe qui est déjà à mettre en cause. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il n'y a pas de sérieux tout simplement à EDG. Il n'y a pas de sérieux. Parce que s'il y a un sérieux, c'est ce que je vous dis. Le nombre de... C'est-à-dire, c'est quelque chose que j'ai jamais compris en Guinée. On me dit, non, même du côté des universités, c'était pareil. On dit non, on ne maîtrise pas le nombre d'étudiants en Guinée. Mais bon sang de Dieu, un ministre qui me dit ça, je le vis. C'est faux, ouais. Mais comment tu peux ne pas maîtriser le nombre d'étudiants au point de pouvoir calculer ce qu'on donne comme bourse aux étudiants? Non, je ne suis pas d'accord. Et vous aviez eu des ministres ici qui ont eu quand même ce courage-là de tout le temps nous dire non, on ne maîtrise pas le nombre d'étudiants. Mais bon sang de Dieu, on est au 21e siècle, on est dans un, comme je vous l'ai dit, dans un monde mathématique. Moi, j'ai mon grand frère qui est auditeur, qui travaille dans une institution, qui lors d'un job s'est rendu compte qu'il y avait un écart de 300 euros. Et vous savez qui on a interrogé? 8 ans après, celui qui était à ce poste devait venir se justifier. 8 ans après. 300 euros. Et là, on nous parle d'un surplus de 1500 euros chaque mois sur le compte d'un travailleur. Oui. Mais EDG, ça ne fonctionne pas du tout. Je pense que là, le directeur, il a péché. Et il devra donc, à ce niveau, répondre de cela. Et je pense que c'est vrai qu'il est venu pour donner du sang neuf à cette entreprise. Mais s'il savait qu'il y a ce genre de détournement, à mon avis,
C'est vrai qu'il y a un contrat qui le lie avec l'État guinéen, mais l'État guinéen devrait revoir les clauses de ce contrat. l'EDG a englouti assez de fonds depuis l'arrivée du professeur Alpha Condé. Certes, il y a l'électricité aujourd'hui, mais l'argent qui a disparu, l'argent qui s'est envolé dans la question d'électricité, c'est énorme. Quand on parle d'audit au niveau du CNRD, je pense qu'il faut mettre un véritable accent sur EDG et la question même d'électricité des différents barrages qui ont été construits, parce que la Guinée a été, il faut le dire à ce niveau, souillée, mais négativement. Absolument, Ahmed, c'est pas si ça s'avère, c'est une réalité. Moi, en plus d'avoir vu des pièces, mon cher Jacques, je te donne la parole tout à l'heure, en plus d'avoir vu des pièces, j'ai quand même rencontré un des travailleurs qui reconnaît qu'il a un salaire de 5 millions et qu'il en recevait 20 sur plusieurs mois. Ça, c'est à dormir debout, tout simplement. Oui, l'autre chose, parce que Ahmed parlait tout à l'heure des fonds engloutis dans le secteur et qui continuent quand même à maintenir EDG dans la situation d'assister par l'État. Donc on a du mal à sortir un peu des subventions. Alors que EDG devrait pouvoir faire aujourd'hui des bénéfices, des recettes capables au moins de prendre en charge le personnel, mais également de faire face à d'autres problèmes sur le terrain. Mais si, Jacques, moi c'est quand même un principe en matière de management d'organisation. Vous ne pouvez pas rehausser vos salaires si l'organisation est en souffrance d'un point de vue économique. Mais vous rehaussez à plus de 300% le salaire de chacun des cadres. Et puis ce qu'ils font, on a lu ce communiqué ici, on hausse le prix de la consommation de l'électricité. Sans informer la population. Sans en informer le consommateur à l'avance. C'est sur ce détail-là je voudrais revenir. Parce que vous avez le directeur de l'agence DDG de Dinguiraye qui a donc été licencié par Bangalimati depuis novembre dernier. Vous savez pourquoi lui il a été licencié? Parce qu'il se serait rendu responsable non seulement de cette hausse de salaire, donc de ces manœuvres que Daouda a expliquées ici, mais également il volait du carburant. Il volait du carburant. Donc le carburant qui doit permettre à la centrale sur place de fournir de l'électricité à la préfecture, lui, il vole une partie importante. Donc il met ça dans sa poche. Ce qui fait que finalement, Dinguiraye va se retrouver dans le noir. Au moins lui, il s'est fait, n'est-ce pas, de l'argent. Il y a également dans sa politique, le DG dans sa politique, donc de faire mieux, il va mettre en place ce système informatique qui est géré par, je crois, Saliou Djoulde Diallo. Saliou Djoulde qui est aussi cité dans cette affaire et qui est donc passé devant la DPJ. Le système va être fait de manière finalement à compliquer les choses pour les chefs d'agence. Parce qu'ils n'ont pas la maîtrise des factures qui sont en train d'acheminer, qui sont en train d'être acheminées chez les consommateurs. On a suivi l'épisode d'Apompa où les citoyens sont sortis pour présenter des factures où il y avait beaucoup de contradictions. Vous avez sur une première facture où on vous donne un tarif et puis le deuxième mois ou bien pour le second mois, il y a un autre tarif qui vient, les tarifs différentiels, mais il n'y a pas d'explication au départ. Alors et certains agents sur place, hors micro, disent qu'ils ne maîtrisent pas le système qui a été mis en place. Deux choses par rapport aux consommateurs. Moi, je suis un consommateur. Ma facture a été multipliée par 4. Alors que concrètement rien n'a changé. Ça, c'est le tarif social. Exactement, le tarif social, il a été multiplié par 4 en tout cas chez moi. Et d'ailleurs, il y a ces témoignages aussi que l'on recueille. Il n'existe pas de lien, il n'y a pas d'adéquation entre le résultat pour ceux qui ont des compteurs, les indications du compteur et la facture qu'on vous tend. Il n'y a pas d'adéquation. C'est toujours au forfait, on est en train de livrer ça. Comme si les compteurs n'étaient pas là. Au fait, le consommateur n'a pas lui-même la capacité de calculer sa consommation. On lui tend tout simplement la facture. Il n'a pas la possibilité de confronter ça à quoi que ce soit. Le compteur est là finalement pour rien. Donc les réformes qui ont été engagées n'ont pas encore permis d'assainir, n'est-ce pas, la gestion au niveau des DG. Ça, c'est un problème déjà et la société va continuer à être assistée si nous continuons à maintenir la situation actuelle comme telle. Et je crois que finalement, le gouvernement va devoir dépêcher une mission d'audit, mais externe,
indépendante, capable de fouiller partout, pas cette mission qui a travaillé et qui a mis la main seulement sur 3 personnes. Ce n'est pas 3 personnes qui peuvent engager autant de magouilles. Et vous avez raison, un directeur des ressources humaines d'une entité de la place, un entité publique, qui réagit à cette émission. Bonjour Tamba, bonjour les GG. Il est impossible qu'une telle magouille se produise si les responsables de la paie, le chef du personnel, le DRH, le directeur financier et le directeur général sont rigoureux, à moins qu'ils soient complices. Il y a chaque mois une fiche d'écart qui doit accompagner, une fiche d'écart justement, qui doit accompagner les états de salaire, et on sait au centime près toute variation. Ça, c'est pour appuyer ce que Ahmed Kamara était en train de dire. Diba Milimouno, qui nous a rejoint. Bonjour Diba. Bonjour Tamba et bonjour à tous. Une émission en catastrophe pour toi ce matin. Voilà, je tombe comme cheveux dans la soupe. Mais ça, c'est une actualité qui n'est pas passée inaperçue. EDG, mon cher Diba. Oui, EDG qui continue à polariser toutes les attentions. Vous vous souvenez, encore quelques semaines, on parlait du cas des stagiaires qui sont depuis une quinzaine d'années, qui continuent à être stagiaires au compte de l'entité. EDG, au-delà même du fait que certains sont éclaboussés aujourd'hui par la gestion financière, EDG, je pense, qu'il a besoin d'une refonte totale. Il y a en 2013, il y a eu une étude qui avait été effectuée par un organe qui avait fait un rapport non seulement sur le plan social, pour dire que le personnel à l'époque était vieillissant, il faut aller vers un renouvellement, dynamiser EDG. Les installations techniques qui avaient des problèmes, même si plus ou moins le régime Alpha Condé est arrivé à corriger certains dysfonctionnements, mais au-delà aussi du dysfonctionnement technique, c'est même la gestion de EDG qui pose problème. Vous avez au moins 3 000 milliards de dollars sur ces 10 années que l'État a injecté dans l'énergie. Imaginez-vous au niveau de la production. Il y a eu beaucoup d'argent qui ont été injectés au niveau de la production. Il y a eu beaucoup d'argent qui ont été injectés au niveau du transport de l'électricité, mais aussi de sa distribution. Ça risque d'être un coup d'épée dans l'eau parce que la tête est malade. Sans parler des instruments de la gouvernance interne. Justement, de la gouvernance. Maintenant, justement, ce qu'il faut faire aujourd'hui, moi je pense que peut-être les gens ont peur d'aller vers cela. On a connu Sogel dans ce pays et d'autres sociétés qui sont arrivées après, qui ont changé d'appellation, de dénomination. Je pense qu'aujourd'hui, il faut aller vers une privatisation parce que l'expérience est en train de montrer que partout, nous avons des services publics qui gèrent l'entité publique. Il y a un problème de gestion qui se pose avec acuité. Est-ce qu'il faut privatiser EDG? Vous vous souvenez, encore quelques mois, on parlait de la qualité de ce carburant qu'ils avaient utilisé pour justifier les délestages. EDG, aujourd'hui, n'a pas de volonté à collaborer avec une structure externe. Parce qu'ils se disent que si nous laissons les autres venir gérer à notre place, nous perdons de l'argent et ils vont prendre le pouvoir. Imaginez-vous, par exemple, le transport du carburant, son stockage, et surtout la distribution qui était gérée par Veolia, ce qui dérangeait les cas de EDG. Donc on a tout fait pour organiser une campagne de diffamation pour que Veolia puisse quitter le pays, pour qu'ils aient la main sur la chose. Aujourd'hui, ils sont en train d'aller vers ça. Mais est-ce que le résultat a changé sur le terrain? C'est la question qu'il faut se poser. Moi, je pense que la question d'audit qu'on est en train aujourd'hui de mettre sur tous les toits devrait être aujourd'hui généralisée. Parce que qui gère, il faut que vous rendiez compte. Il faut qu'on aille vers la reddition des comptes. Moi, je pense que le président a parlé de l'organe qui viendra pour faire ce travail. Il faut se pencher sur le cas de EDG. Il faut se pencher sur le cas de EDG parce que, imaginez-vous, je suis d'accord à un moment donné que tout le monde ne paye pas les factures. Il y a des gens qui ont été installés sans qu'ils ne soient répertoriés par EDG. Ça aussi, c'est un manque à gagner. C'est vrai qu'il faut renforcer la qualité de l'électricité, mais il faut que nous aussi, nous acceptions de payer les factures. Parce que si nous ne payons pas les factures, ça veut dire qu'il y a une disproportion entre ce que nous gagnons et ce que nous devons investir. L'État investit trop dans le secteur de l'énergie. La subvention, elle est trop élevée. C'est ce qui fait qu'on a du mal à investir dans les autres secteurs. Parce que si vous dépensez plus par rapport à ce que vous gagnez, vous allez être dans en fait une situation, une sorte de spirale. Vous continuez à demander de l'argent et vous n'avez pas une très bonne politique de mobilisation des recettes. Il faut inverser la pyramide, il faut moins de subventions à ce secteur-là, mais aussi renforcer la capacité de l'EDG et faire des audits. Il faut faire des audits parce que ce que nous gagnons, si un petit groupe se permet de partager cela, imaginez-vous qu'on envoie un salaire à l'intérieur du pays et qu'on demande à un travailleur, non, on s'est trompé, retournez l'argent et prenez 2 millions. Ça veut dire que là, il y a un problème. Donc, il faut que le président, s'il est à l'écoute de cette émission, il faut un toilettage au niveau de EDG, du sommet en bas. Il faut un audit parce que, tout simplement, nous sommes dans une refondation totale de l'État. Il faut un audit pour situer les responsabilités. Il y avait un cabinet qui avait fait un travail,
Mais ce cabinet-là, à un moment donné, on disait, était en incohétence avec certains parce qu'on a protégé d'autres. Mais nous sommes dans une transition. Le chef de l'État n'a pas une redevabilité vis-à-vis de personne. Avec un audit, je pense qu'on peut trouver une solution à cette question qui revient à tout moment. On peut donner de l'électricité au Guinée, mais il faut changer la pyramide parce que je pense qu'à un moment donné, ça ne fonctionne pas. Et si nous restons dans ce statu quo-là, on va rater cet épisode-là. On va faire des audits dans d'autres secteurs. Je suis d'accord qu'il faut aller au niveau des EPA et des autres. Mais il faut aussi s'intéresser à EDG. EDG engloutit des milliards et des milliards sur les 10 années. Qu'est-ce qu'on a fait de tous ces fonds-là et comment aujourd'hui les factures, ce que nous payons, sont en train de gérer. Justement, maintenant, cette responsabilité, c'est à l'État de le faire. Je pense que cet audit-là, il faut qu'on profite de la situation pour jeter un coup de projecteur sur ce qui s'est passé au niveau de l'EDG. Vous lisez la feuille de route adressée au Premier ministre par le Président de la République. En ligne 2, en priorité 2, c'est bien la lutte contre la corruption. Espace TV, les grandes gueules, le top des GG. Et elle en est aujourd'hui encore l'animatrice principale. Elle nous fait l'honneur de nous rendre visite ce matin dans notre studio. Et elle est là. On repart avec vous, mon cher Jacques, pour cette interview. Je voudrais qu'on parle un peu en termes d'activités. Quelles sont les activités que votre ONG développe en lien avec la question de l'éducation dans notre pays? Et de quelle façon vous abordez cette question aujourd'hui? La première des choses, lorsque j'ai commencé cette ONG, j'ai fait un projet pilote. C'est-à-dire pendant 1 an, j'ai passé énormément de temps dans les familles, avec les parents, avec les enfants. Parce que vous ne pouvez pas débarquer quelque part pour dire je vais scolariser vos enfants, je vais vous aider. Il faut demander aux parents comment est-ce qu'ils voudraient qu'on les aide. Donc la plupart des enfants, 99% des enfants qu'on a scolarisés sont issus soit sont orphelins, soit de père ou de mère, ou carrément des orphelins. Donc, à travers ces échanges, à travers la compréhension que j'ai eue de la misère, parce que je ne veux pas parler de pauvreté, il y a la pauvreté, il y a la misère, la misère que subissaient ces femmes après le décès du mari, il n'y a absolument pas de ressources. Donc, sur le projet pilote, il y a une femme qui a 6 enfants. Cette dame s'est retrouvée dehors parce que son mari, en fait, qui creusait des latrines, a eu un accident. Il est mort devant ses enfants dans la maison. Et au lieu qu'elle se retrouve dehors, on a réussi à lui trouver un logement pour qu'elle puisse garder sa dignité et s'occuper de ses enfants. Je lui ai proposé qu'on lui apprenne, par exemple, à faire quelque chose parce qu'elle ne pouvait rien faire. Elle dépendait de son mari. 6 enfants, c'est un travail, en fait, qui n'a pas de prix. D'accord, qui n'a pas de prix. Et donc, ça a été le projet pilote. En 2018, nous avons commencé à scolariser les enfants et à bien choisir les enfants qu'on voulait mettre à l'école. Plus particulièrement les filles. Et il n'y a pas que les filles, d'ailleurs, qu'on a scolarisées, parce que lorsqu'une fille a un frère, nous ne les séparons pas. Et nous avons trouvé des écoles à proximité, donc et ça, c'est beaucoup plus en zone rurale, il y a ces problèmes, ou même en zone urbaine? Mais les problèmes, ils sont partout. Moi, je peux vous amener où j'étais à Koloma la semaine dernière, ou à Wanindara, ou à Boulbiné, ou à Corentin. Ce sont des problèmes qui existent partout. Ce n'est pas localisé, en fait. Voilà. D'accord. Ahmed Kourouma. Moi, je vais te tutoyer parce qu'on se connaît depuis très longtemps et d'abord, je tiens à te féliciter. Merci. Oui, même si on est à l'antenne, je le fais. Bref, je me permets de le faire. Antoine, lâche-moi la brief, s'il te plaît. Merci. D'abord, merci pour les croissants de ce matin. C'est rare qu'un invité nous amène des croissants au petit déjeuner. Non, mais merci. C'était délicieux. Et puis, je continue. Donc, merci beaucoup. Tu provoques les gens, on dit rien, mais tu abuses, quoi. J'abuse, là. C'était doux, hein. C'était doux, les croissants ce matin. Voilà, non, merci beaucoup. Alors, moi, je sens, pour te connaître un peu, je sens dans tes propos là, ta première expérience, on sent un aspect très psychologique. Tu es très psychologue lorsque tu vas apporter ton aide. Tu ne t'imposes pas. Tu vois, on sent d'abord que tu as une approche où tu vois d'abord les difficultés. Tu demandes la permission de rentrer dans cette intimité de leur misère. Donc, bravo. Et j'ai 2 questions. La première des questions, penses-tu que notre pays, eu égard à ce qu'on a énuméré comme viol, parce que ça s'appelle de la pédophilie, il faut le rappeler, c'est une maladie et c'est un crime, est-ce que tu penses que notre pays est en train de perdre ses valeurs? Parce qu'on le sait, qui viole un enfant viole toute une vie. La deuxième question,
Ça a eu égard à quand on voit la compétitivité américaine au niveau des enfants américains entre le public, le privé. Les écoles sont très performantes aux États-Unis. Il y a beaucoup de compétition entre les élèves, que ce soit dans le sport, etc. Quel bilan fais-tu de l'enseignement guinéen? Et question subsidiaire, est-ce qu'on pourrait lier les pertes de repères et de valeurs aujourd'hui en Guinée, on pourrait les lier aux carences éducatives que nous subissons? Voilà mes 3 questions. Donc la première question, c'est par rapport aux valeurs, si je comprends bien. Comment est-ce que nous décrivons nos valeurs aujourd'hui? Ça, c'est une question pour tout le monde. Je ne veux pas répondre à la place de 12 millions d'habitants, bon, disons moins de 12 parce qu'il y a des enfants. Mais les premières valeurs s'apprennent dans la famille. Je pense que nous avons perdu la source même du sens de la famille. Comme je dis très souvent, la première responsabilité d'un enfant revient aux parents. Quelle que soit la pauvreté des parents, ils sont responsables de leurs enfants. L'État n'est pas responsable des enfants. L'État peut nous mettre des institutions en place, les écoles, si vous voulez, toutes les institutions que nous pouvons énumérer ici, mais l'enfant vient d'une famille. Si les parents ne sont pas capables de s'occuper de leurs enfants, il faudra qu'on revoie après toute la société, la structure de la société. Lorsqu'un enfant se promène dans les rues, moi j'ai vu un enfant la semaine dernière à 23h30, je venais de Lambangui, j'étais en voiture, je me suis arrêtée, je dis on ne peut pas laisser cet enfant déambuler sur un pont. Dès qu'on s'est arrêté. Dans le micro, s'il vous plaît. Oh, pardon, excusez-moi. Donc j'ai appelé, j'ai dit à l'enfant, Isra Feminde, il est parti en courant. Et cet enfant, je ne sais pas où est-ce qu'il allait. Plus loin, vous voyez des enfants qui sont couchés dans la rue. Et nous passons devant ces enfants. Nous passons dans nos voitures à longueur de journée. Nous achetons à des enfants qui ont des plateaux sur la tête. Nous parlons, nous baissons nos vitres pendant qu'ils sont dans nos voitures climatisées. Ou quelque chose d'autre. Est-ce lorsqu'au niveau des parents, par exemple, il y a l'incapacité de subvenir aux besoins des enfants au point de les mettre dans la rue, quelles peuvent être les alternatives côté État pour pouvoir aider les démunis? Là, la question de MAF se vaut pleinement. Vous avez certes de la grande volonté, mais vous ne pouvez pas tout faire. Quel lien, finalement, on devrait entretenir entre vous qui entreprenez des actions bénévolement, et l'État qui pouvait apporter des solutions plutôt pérennes, finalement? Je lis les 2 questions encore une fois. Les enfants ne sont pas nos sources de revenus. D'accord? Ne doivent pas et ne le sont pas. Moi, je ne trouve aucune excuse à aucune famille de mettre ses enfants dans la rue pour vendre. Je préfère porter 4 plateaux sur la tête, aller faire la bonne, aller laver les toilettes de quelqu'un, travailler pour mes enfants. Je ne peux pas justifier qu'une maman ou une grand-mère mette des plateaux sur la tête de l'enfant pour que l'enfant la passe 6 à 8 heures. Il y a des enfants qui vont venir de Kenya, qui marchent jusqu'à Khatoma pour aller vendre, je ne sais pas, des citrons ou des oranges à 20 000, à 30 000. Non seulement l'enfant est exposé, donc naturellement, mais aussi cet enfant-là, surtout les petites filles, elles sont exposées à la violence. Donc les valeurs, pour revenir à Ahmed, les valeurs, nous devons les définir au niveau des familles. Ce n'est pas à l'État de définir les valeurs. Maintenant, pour revenir à l'État doit mettre des écoles à la disposition des familles. Lorsque vous avez 5 enfants et vous avez une école privée à côté de vous, vous choisirez de nourrir les enfants ou de les mettre à l'école. Ou bien vous allez scolariser seul un enfant. Il faut que les écoles publiques soient réhabilitées. Il faut que nous soyons capables que nous protégions ces enfants et puis que nous aimons ces enfants. Est-ce que nous aimons même ces enfants? C'est la question. Voilà, c'est la question que je me pose. Mais réhabiliter l'école publique, voilà. On en parlait off. Diba, j'imagine, vous étiez là, allez-y. Oui, justement, sur la réhabilitation, parce qu'on dit souvent que l'éducation, c'est la famille qui la donne, mais l'instruction, c'est l'État qui la doit. Et vous venez en appoint à l'État guinéen. J'ai vu dans votre plan actif, vous dites que vous êtes parvenu à scolariser plus d'une 30aine d'enfants dans plusieurs écoles privées de Conakry. Vous êtes à féliciter parce que c'est de l'argent aussi. Et pourquoi pas les écoles publiques? Est-ce que vous avez personnellement constaté
vous-même à travers vos inspections, vos déplacements, des problèmes? Parce que nous, pour la plupart, on a étudié dans ces écoles publiques. Aujourd'hui, on a l'impression que l'école publique est en train de toucher le fond. Est-ce que ça aussi, ça ne justifie pas un peu le fait que les enfants, problème d'accès, qualité de l'enseignement, et finalement, certains abandonnent? Vous savez, nous avons plus de 90% des écoles qui sont privées déjà. Donc, lorsqu'on parle de qualité d'enseignement, les écoles privées ne sont pas mieux que les écoles publiques, quelque part. Sauf que l'effectif est plus réduit. La plupart des écoles privées, j'espère qu'ils m'entendent, sont des tiers-lairs. Parce que je vais dans les écoles privées. Je scolarise les enfants. Toujours à proximité des familles pour protéger les enfants. Vous pouvez rentrer dans une école qui a 350 élèves, où la cour, c'est en fait un couloir, d'accord? Il y a une question de sécurité pour les enfants. Les enfants sont surchargés les uns sur les autres, donc l'école privée n'est pas c'est une des options, mais ce n'est pas la solution. L'école publique doit être réhabilitée. Moi, j'ai pris de moi-même l'école publique de Cameroun City, où au mois de février-mars, j'ai refait l'école au mieux. J'ai ramené une société de nettoyage. Nous avons nettoyé l'école à fond. Nous avons mis énormément d'argent pour repeindre l'école, réhabiliter l'école au mieux qu'on a pu. Donc, les enfants étaient très, très contents. C'était Camayen, vous dites? À Cameroun Cité, pardon. Cameroun Cité, Cameroun Cité. À ma grande surprise, lorsque je suis partie, je suis rentrée à Washington, on convoque les enseignants, enfin l'administration de l'école, un jeudi pour leur demander de débarrasser l'école parce que l'UNICEF a donné un marché pour refaire l'école. D'accord? Ce que vous nous dites, c'est en pleine année scolaire. En pleine année, la première semaine du mois de juin, on est encore en année scolaire, pendant l'année scolaire. Et donc, les enfants, on les a sommés de quitter l'école. Les enfants ont porté 65 bancs. Sur les 105 bancs, ils ont porté 65 bancs sur la tête pour quitter Cameroun Cité, aller à Camayen Plage, en face de l'hôtel Camayen. On leur a prêté 3 classes dans cette école. Donc, des enfants qui avaient un emploi du temps de 8h à 13h30 ont vu leur vie transformée à faire des roulements dans 3 classes qu'on leur a prêtées. Et je suis allée dans cette école-là où j'aide volontairement, je fais du bénévolat donc avec les enseignants. Je suis dans ces classes avec les enfants. Sur une trentaine d'enfants, vous arrivez, toutes les odeurs qui viennent en fait pour aller vers la mer traversent cette école-là. Les enfants sont dans la classe, il fait chaud, d'accord? Il y a les odeurs. Et ça sent mauvais. Ça sent mauvais. J'ai offert des ventilateurs la semaine dernière, mais ça ne sert à rien. Ici, si le ministère de l'enseignement préuniversitaire, ils m'entendent, il faut que les enfants... Vous avez entrepris une démarche vers le ministère de l'enseignement préuniversitaire. Oui, je suis allée voir le ministre le jeudi dernier. Je pense qu'il était ils étaient en conseil des ministres. J'ai parlé au conseiller principal, monsieur Dr Camara. Je lui ai expliqué, il devait me revenir cette semaine, donc j'attends toujours qu'il me fasse un retour. Enfin, l'objectif ici, il faut que les enfants retournent dans leur école initiale. Et comment pouvez-vous expliquer qu'on passe 5 mois et demi soi-disant à refaire une école lorsque on ne touche qu'au toit? Parce que dans la tête de ces enfants-là, ils vont revenir dans une nouvelle école. Mais moi, je suis allée, j'ai pris des photos avant et après et pendant. Ils n'ont refait que le toit. Pendant 5 mois et demi, on a sorti les enfants de l'école. Et la moitié des bancs qui sont restés à l'école dans la classe de la 6e, l'entrepreneur a mis les bancs d'or. Toute la saison des pluies, tous ces bancs sont détruits. Qui est-ce qui va acheter des bancs à ces enfants-là? Il faut qu'on arrête d'avoir autant de mépris pour les enfants. Allez savoir, 85 milliards d'une initiative présidentielle qui sont quand même sortis des caisses de l'État pour acheter des bancs à travers tout le territoire. 85 milliards, je dis encore une fois, allez savoir où est parti cet argent. Vous passez le clair temps, la plus claire partie de votre temps aux États-Unis. Vous venez, vous êtes là aussi, vous connaissez la situation guinéenne. Est-ce que finalement, on s'inspire pas du modèle libéral américain dans nos écoles, les écoles privées, 90% d'écoles privées? Est-ce que finalement, c'est pas découlant de ce modèle américain, madame? Absolument pas. Vous savez, les États-Unis, c'est le cœur du capitalisme. Mais de la maternelle en 12e, je regardais le chiffre la dernière fois, vous avez 34% des écoles qui sont privées. D'accord, ça c'est la maternelle en 12e. En 12e. Nous ne pouvons pas comparer
le cœur du capitalisme, à la Guinée, qui fait partie quand même, il faut l'admettre, des 10 pays les plus pauvres au monde, qu'on ait plus de 90% des écoles qui soient privées. Ce n'est pas acceptable. Que faisons-nous des 70% des gens qui sont illettrés et leurs familles? Pourquoi nous abandonnons nos propres enfants? Pourquoi est-ce que les gens vont quitter le centre-ville de Conakry ou quand même aller jusqu'à Ratoma pour déposer des enfants à Tompous? Nous devons avoir 10 écoles maternelles, 10 écoles primaires, 10 collèges, 10 lycées entre le centre-ville et Kipé. Nous devons regarder Kamayenne, par exemple. Nous avons les immeubles les plus chers qui sont construits à Kamayenne. En effet. En face de l'hôtel Kamayenne, l'hôtel Kamayenne est un hôtel 5 étoiles. Nous avons une école primaire où les enfants ne peuvent même pas respirer. Qui est dans un état de délabrement hallucinant. Et c'est vrai, ce comparatif-là, et tu as absolument raison. Tu as l'hôtel Kamayenne qui est sublime, 5 étoiles, et en face, tu as une école on ne peut même pas appeler ça une école. C'est pas la faute des promoteurs. Non, on n'est pas en train d'accuser l'hôtel Kamayenne. On est en train d'accuser l'État. Voilà. On est en train d'accuser l'État d'avoir abandonné l'éducation privée. On est en train d'accuser l'État, ou plutôt ceux qui ont administré l'État. On les accuse même pas. Non. On dit les choses comme elles sont. On est en train de leur dire, non mais je l'ai dit ici plus d'une fois, il y a des gens dans ce pays qui ont été jugés partis. Et ça vient de là, la cassure. Parce qu'on vient tous ici de l'enseignement public. Moi, j'ai fait l'école publique. Et on s'en est pas trop mal sorti, que je sache. Mais, effectivement, après, puisqu'on parlait du grand capitalisme, après la mort de Sékou Touré, la Guinée est rentrée de plein fouet et passée du communisme au libéralisme sauvage. Et ceux qui ont administré l'État à l'époque, puisqu'on leur a dit dégraisser le mammouth, donc dégraisser l'enseignement, ils ont fait quoi? Puisqu'ils étaient juges, ils étaient dans l'administration, ils ont ouvert des écoles privées, ils ont bénéficié des subsides de l'État. Ces gens-là ont parfait leur mur, leur patrimoine, au détriment de la formation de nos professeurs. Alors on se retrouve 20, 30 ans après avec des élèves qui nous disent j'ai une licence en quoi, en ceci, qui n'ont même pas le niveau du bac, et on se pose des questions. Il faut effectivement une refonte, mais c'est comme dans le secteur de la santé, on va aussi en parler. Je finis juste là, s'il te plaît, Thomas. Je voulais quand même, je voulais l'amener à terminer sur les constats qu'elle fait sur l'éducation. S'il te plaît. Il faut une refonte, une réforme complète. Et ça doit être fait avec des gens comme Madame, qui sont sur le terrain. C'est pas une bureaucrate qui est dans son bureau et qui aligne les chiffres. Elle sait de quoi elle parle. Parfait. Il faut les consulter et il faut une refonte complète du système éducatif guinéen. Et ces chiffres, Madame Merci Ahmed, ces chiffres sur lesquels vous veniez, notamment sur le préscolaire, vous aviez un constat, moi quand j'ai entendu ça, est-ce que vous pouvez partager ça avec nous? En fait, moi j'ai pris ça dans l'annuaire statistique, donc en 2018, parce que c'est un annuaire qu'il comme on dit. Donc ça vient de l'État, c'est l'Institut national de la statistique qui s'en occupe. Il réactualise tous les 2 ans. J'ai demandé à mon ami Mandela hier, il m'a dit bon, ça n'a pas été encore. Mais ce que je regarde là, par exemple en 2018, en ce qui concerne le préscolaire, il y avait 2 écoles publiques, préscolaires publiques, 2 communautaires, 1059 privés. Wow. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, je peux prendre Mafoudia ou monsieur, nous allons ouvrir une école. Je ne sais pas d'où viennent les licences, je ne sais pas qui est-ce qui va vérifier ça. Donc, ça, ce sont les chiffres. En ce qui concerne le prix, 1000 contre 1059. Là, pour le primaire, donc dans la région de Conakry, par rapport, donc, je vous enverrai le fichier. En ce qui concerne le primaire, vous avez 139 écoles publiques primaires, 5 communautaires et 1088 privés. D'accord? En ce qui concerne le secondaire et le collège, là, ils n'ont pas séparé les chiffres. Simplement 672 écoles. Pas de détails dans le privé versus le public. Tout ça pour dire une chose. Quelles que soient les circonstances, ces chiffres doivent être inversés. Absolument. Nous ne sommes pas dans un pays où 80% de la population est riche, où 80% de la population vit avec au moins le minimum, d'accord? Nous devons inverser les chiffres. Nous devons avoir des écoles publiques dans les quartiers, développer les communautés. Je parle toujours de Kamayenne pour une raison. La communauté des hommes d'affaires de Kamayenne, j'ai mentionné ça une fois. Moi, je fais un plaidoyer. Acheter des bancs, donner aux enfants de l'école de Cameroun, cité qu'ils puissent retourner à leur école.
ils doivent contribuer au développement aussi de la communauté dans laquelle ils sont. Ils doivent développer et créer des emplois. Et comment faire ça? Ce n'est pas à l'État de créer des emplois. L'État facilite les choses, met des structures, des procédures en place. Mais les hommes d'affaires aussi doivent y contribuer. Moi, je fais un plaidoyer qu'ils nous viennent au secours. Moi, je ne peux pas prendre tout ce que j'ai gardé pour ma fille, bien que j'ai eu sa permission, et que les autres ne contribuent pas. D'accord? Ils paient certainement des taxes. Hein. Je ne sais pas comment ça se passe au niveau des taxes, au niveau des communautés. Mais il faut que les enfants se réveillent à 7h, 7h30, au lieu de réveiller des enfants de 3 ans à 6h du matin pour traverser la ville. Espace TV, les grandes gueules, le top des GG. L'efficacité des organisations internationales liées à l'enfance, liées à l'enfance qui sont chez nous, moi je pense qu'il y a un débat là-dessus. D'accord, je ne suis pas là pour les fustiger, mais il faut que l'impact soit palpable. L'UNICEF est là pour protéger les enfants et s'assurer aussi de l'éducation. Lorsque l'UNICEF veut investir et aider la population guinéenne, il faut qu'ils investissent dans la réhabilitation des écoles. Nous entendons beaucoup parler de l'ambassade du Japon qui réhabilite les écoles. Mais nous entendons toujours parler de partenaires techniques. Moi, c'est ici que j'ai appris le mot partenaire technique. Parce que dès que vous parlez à quelqu'un, il vous dit, moi je dis, qu'est-ce que c'est partenaire technique? Vous ne pouvez pas avoir une conversation avec quelqu'un ici qui va vous dire, tiens, nous allons organiser une levée de fonds, nous allons voir les hommes d'affaires qui ont une responsabilité sociétale quand même pour le développement de notre pays. On vous parle tout le temps... Des partenaires techniques. C'est quoi les partenaires techniques? Nous ne sommes pas des partenaires techniques, mais c'est notre pays. Nous devons nous engager, nous devons nous battre pour ces enfants. Donc l'UNICEF, pour moi, la première responsabilité... En même temps, madame, vous le savez, l'UNICEF n'intervient que sur les priorités gouvernementales. Oui, mais c'est le problème que nous avons. Mais c'est ça le problème. C'est le problème que nous avons. J'allais en venir. Donc, l'UNICEF, nous sommes un pays quand même indépendant, autonome, il ne peut pas venir nous imposer des choses. C'est parallèlement, parce que moi, l'UNICEF, quelle que soit la volonté que j'ai, ils vont travailler sur les programmes de l'État. Donc, espérons que l'UNICEF va se réveiller. S'ils nous entendent, lorsqu'ils donnent un marché quand même à quelqu'un, ils envoient des techniciens sur le terrain pour vérifier le travail. Que le ministère de l'enseignement préuniversitaire aussi envoie des gens sur le terrain. Nous devons nous assurer que le travail correspond aux attentes. D'accord. Voilà. Nous assurer que le travail correspond aux attentes. Oumoul Diallo, elle est fondatrice et animatrice principale de l'ONG Edu for Hope. Elle est notre invitée depuis un certain moment. Allez-y, Guiba, la dernière question. La dernière question, c'est que dans certains pays anglo-saxons, il y a ce qu'on appelle les business angels. Ce sont des investisseurs providentiels qui ont assez de moyens, qui investissent dans certains secteurs. Est-ce qu'en Guinée, vous pensez qu'on peut aller vers cette idée-là par rapport à ceux qui ont l'argent, opérateurs économiques, les industries de la place, pour aider aussi parce que vous vous battez pour lever des fonds? Est-ce que vous avez pensé à collaborer avec ces personnes pour essayer vraiment de pallier certains problèmes? Parce que c'est vrai, on parle des partenaires, l'État normalement qui doit faire les infrastructures, mais puisque vous aussi vous venez en appoint, est-ce que vous avez pensé à cela? Moi, j'envoie du courrier à des hommes d'affaires, des entreprises, d'accord? Ils ne répondent pas déjà. Ça, c'est la première des choses. Deuxièmement, lorsque quelqu'un vous donne $1000 ici, vous allez déjà courir pour les $1000, vous aurez déjà dépensé les $500 entre le chauffeur, l'essence, les embouteillages et le téléphone. Absolument. D'accord? Et il faudra passer... moi, ce que je veux... En fait, il faut des plateformes, il faut des choses beaucoup plus sérieuses que ça. Il faudrait qu'il y ait une plateforme pour les ONG. Lorsque une entreprise me donne $3000, que les $3000 soient visibles sur cette plateforme, qu'on sache de qu'est-ce que je fais de ces $3000. Mafoudé ne doit pas prendre son téléphone, appeler un ami à elle ou à Med pour que je puisse avoir $1000 ou $3000. Vous écrivez aux entreprises ici, ils ne vous répondent pas. Absolument. Et lorsqu'ils répondent, vous aurez tellement, comme je dis, marché. Franchement, vous n'avez même plus envie d'aller chercher cet argent-là. Et après, moi, je les remercie toujours. Un don, c'est un don. Mais nous devons être beaucoup plus sérieux que ça. Lorsque vous voulez investir, investissez dans le bon sens. Faites des choses palpables, faites des choses visibles. Il faut pas... Nous devons respecter les gens qui n'ont pas les moyens. Nous devons respecter les enfants qui sont pauvres dans ce pays-là. Nous ne devons pas les traiter comme des minables ou comme des gens qui tendent la main comme des mendiants. Nous devons avoir beaucoup plus d'empathie et de compassion pour les gens. Donc, lorsque vous donnez, faites au moins des chèques de 10 à 15 ou 20 000 $,
qu'on puisse faire quelque chose de visible. Oui, parce qu'après $1000... Des méga projets, parce qu'après, c'est vrai qu'il y a ce problème, il y a les ONG, il y a les partenaires techniques. Après, quand on vous dit... Diba en sait quelque chose avec son projet. Parce que quand vous allez à l'intérieur du pays, on vous dit on a construit quelques salles de classe, vous allez, c'est 3 salles de classe avec une dizaine de bancs. En fait, il faut des méga projets, c'est-à-dire lorsqu'on fait quelque chose aujourd'hui dans l'Elouma, que ça soit sur la durée, que ça soit de grands projets, ça c'est très important. Il y a une toilette à Guéguédou qui a été offerte par l'Union européenne. C'est écrit une toilette, oui. Offerte par l'Union européenne. C'est minimaliste. Une toilette de 2 batailles. Voilà, on ne Don de l'Union pas, européenne. mais après, c'est vrai, ce qui est important, c'est très important. Je veux apporter un commentaire là-dessus rapidement, c'est très important. Il faut qu'on arrête avec des mini-projets. Parce que après, c'est comme si on revenait à la case départ chaque fois, parce que ce sont des petits projets, ça va peut-être s'effriter sur la durée, mais quand on y va, on dit par exemple, on veut doter du BRECA d'une grande école publique, primaire, qu'on y mette tous les moyens pour que ça réponde à toutes les normes. Là, c'est fini avec. Et puis, Maf, si tu permets, c'est le même modèle d'école qu'on construisait quand j'étais à l'école primaire. C'est le même modèle que l'on construit encore aujourd'hui dans l'infrastructure, dans la fonctionnalité, dans l'architecture. Ça ne prend pas en compte les questions du genre. C'est pourquoi aujourd'hui vous allez dans les écoles où lorsqu'il y en a des enfants handicapés, ils ont du mal à être parce qu'on ne les calcule pas. On ne les prend pas en dans compte. La construction, au niveau des toilettes et tout ça, c'est des éléments qu'il faut vraiment intégrer, je pense. Voilà, alors ma question pour terminer, c'était par rapport à la situation globale, à la justice. Il y a beaucoup de violence aujourd'hui vis-à-vis des enfants. Est-ce que du côté de la justice, là aussi vous avez des éléments, est-ce que ça bouge? Est-ce que vous pensez qu'on est sur le bon chemin pour pouvoir mettre fin ou freiner ces violences? Le bon chemin, c'est peut-être trop dire. Je ne sais pas si l'un d'entre vous a visité le TPI de Kaloum. Oui. Le tribunal, déjà je félicite le président du tribunal pour enfants, le juge Silla, qui est un homme extraordinaire, parce qu'il faut reconnaître quand même qu'il y a de bonnes personnes qui travaillent. Le tribunal de Kaloum, en fait, vous rentrez, c'est un magasin. Moi, je serais un enfant, je vais être traumatisé. C'est-à-dire que la première interface entre un enfant et la justice, l'enfant arrive, vous rentrez dans le bureau, il y a 4 magistrats. Vous avez le gardien pénitentiaire qui va arriver, l'enfant, l'avocat, les gens se retrouvent dans une pièce. Comment voulez-vous que cet enfant se sente? L'enfant est tellement perdu. Je pense qu'il faut aussi tenir compte d'une certaine formation, si vous voulez, en ce qui concerne la justice et les enfants. Les forces, par exemple, les forces de sécurité, l'officier judiciaire, le procureur, le juge, toutes ces personnes-là doivent être, je ne mets pas en doute leurs compétences juridiques, mais il faut une pédagogie lorsqu'on traite les cas des enfants. Des enfants, je suis d'accord. Il faut un tribunal pour... En fait, nous devons avoir des endroits spécifiques pour les enfants. Il faut que les enfants soient protégés lorsqu'ils arrivent. Et puis, nous devons aussi avoir des structures pour accompagner les enfants. Pourquoi aller enfermer tous ces enfants en prison? Quel est l'intérêt? Ce sont de potentiels délinquants que nous préparons. N'avons-nous pas d'autres options dans la vie que d'enfermer ces enfants-là? Même pour les petits délits, vous avez des enfants qui sont enfermés. Donc, il faut mettre beaucoup de choses en place. Je ne pense pas qu'on pourra parler de tout ça aujourd'hui. Absolument. Mais bon, Et vous souhaitiez réagir, Antoine parlait des toilettes de Guékédou, dont de l'Union européenne. En fait, je voulais dire à M. Kourouma que moi, je ne blâme ni l'Union européenne, parce qu'en Europe, ce sont des choses que vous ne verrez pas. C'est que nous n'avons pas d'exigence, nous n'avons pas de standards. Nous acceptons, c'est pour ça que le mot partenaire technique m'a fait, je suis désolée, mais nous pouvons nous contenter de peu. Nous acceptons des choses que les gens ne font pas chez eux. On se moque de nous, en fait. En fait, nous nous moquons de nous-mêmes, parce que si toutefois... je vais encore vous embêter, les latrines, par exemple, de Kamain, tous les gens du quartier, les motos, taxis, viennent tous utiliser ces latrines. Moi, je suis dans un combat avec ces gens-là parce que je me suis dit, attendez, les petites filles ne doivent pas utiliser les mêmes latrines que les... En fait, c'est indescriptible. Donc là, on va essayer de renouveler les latrines pour permettre aux enfants d'être confortables. Mais ce n'est pas la faute à ceux qui viennent nous donner de l'argent. C'est l'argent. Vous savez, ce n'est pas ce que vous donnez, c'est la manière de donner et de l'accepter. Nous devons refuser certaines choses, mais en refusant ça, nous devons avoir quand même une autre alternative. Exactement. Voilà. Et être exigeant.
Nous acceptons tout, en fait. Allez-y, Guiba. Oui, juste dire une chose aussi. Il y a l'ancien président de l'Assemblée nationale qui est allé à Guéguédou, je crois. Voilà, une pompe à pédale. D'accord. C'est pas possible. C'est-à-dire que toi, tu as le don de m'énerver, quoi. C'est pas possible. Donc, Cory, tu nous as donné une pompe à pédale. Merci. Balika Tawale, Balika Faldo. D'accord. Merci. Pardon, je vais devoir couper ça. Voilà. Merci à vous, madame, d'être passée. C'est toujours un plaisir. Merci d'être venu dans les grandes gueules. Et surtout, bon courage pour ce que vous faites. Bravo pour ce que vous faites. Bon courage. Et moi, je perçois tout ceci en vous écoutant ce matin. C'est un peu une sorte d'action pionnière, notamment pour inviter les hommes d'affaires à considérer la société comme les interpellant sur ce type de questions. Et aussi sur les questions du fundraising auxquelles on n'est pas toujours vraiment très habitué en Guinée. Ça va certainement être une pratique qui va devoir évoluer. Mais il faut des gens pour commencer. Vous avez commencé, on vous dit bravo pour ça. Et donc, bon courage. Un dernier mot ? Les médias, par exemple. Vous devez nous aider, en fait. Vous êtes la voix qui porte à vulgariser, par exemple, le code de l'enfant. À aider les gens à comprendre qu'ils ont des droits, mais ils ont aussi des devoirs. Les parents, les sensibiliser à protéger leurs propres enfants. Nous ne pouvons pas continuer à être sur des plateaux médiatiques, à parler tous les jours des mêmes cas de viol. À force, c'est que nous n'avons pas de solution et nous devons plutôt aujourd'hui penser aux solutions que de venir toujours avoir du sensationnel. Donc nous comptons sur vous aussi pour utiliser le temps d'antenne. À chaque fois, vous avez 30 secondes à sensibiliser les familles, à sensibiliser aussi les jeunes. Voilà. Eh ben, on fera l'effort. Merci en tout cas d'être passé ici. Vous pouvez compter sur Mafoudia et Moussaïro pour ça. Et elles le font déjà mieux que 12 personnes. Et donc, merci à vous, téléspectateurs et téléspectatrices d'Espace. Vous qui nous écoutez à la radio, vous qui nous suivez de partout à travers le monde, on vous dit merci pour la fidélité. Demain, Dieu voulant, l'épineuse question du passeport guinéen. Ces pièces qui vont à expiration et qui causent pas mal de problèmes à nos compatriotes à travers le monde. La réalité en Angola, la réalité au Maghreb, la réalité en Allemagne, en Europe. Ces questions-là, nous ferons l'effort, et même aussi dans l'Empire du Milieu, on se fera l'effort de vous en faire écho dans le cadre de cette émission. On se dit à demain dès 9h pour un autre programme. D'ici là, restez avec nous. Amadou Sow a permis que vous m'entendiez côté radio et à la régie. L'homme de nuit, Mamoudou Condé, ils étaient là, Mafata Sano. C'est eux qui ont permis justement que vous nous suiviez côté radio. On se dit merci et à demain.